Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours Chimie 50-61. Aujourd'hui, on entame le chapitre 4 et il y a beaucoup de choses au chapitre 4. Donc, je vous le dis tout de suite, il va y avoir certaines capsules qui vont se joindre à la chaîne et qui vont venir compléter ici pour pouvoir vous montrer des exemples de calculs parce qu'il y a beaucoup de calculs dans la matière qui va être vue aujourd'hui. Donc, au chapitre 4, on parle d'énergie. Et quand on parle d'énergie, il y a plusieurs types d'énergie qui existent. Donc, il y a l'énergie cinétique qui a rapport au mouvement, l'énergie hydraulique qui a rapport à la force de l'eau, l'énergie chimique qui va nous intéresser évidemment, qu'on retrouve entre autres dans les piles, donc qui est liée à l'énergie des liens chimiques qui existent entre les molécules, l'énergie magnétique que vous avez vu plus en quatrième secondaire lorsqu'on parlait de boussole, l'énergie potentielle élastique, que vous verrez en physique plus en détail, l'énergie électrique, l'énergie sonore, l'énergie potentielle gravitationnelle que vous verrez aussi en physique, l'énergie rayonnante lorsqu'on parle de la lumière, entre autres, l'énergie thermique qui est très importante en ce qui nous concerne, et finalement l'énergie nucléaire qui, comme on le sait, peut être très utile dans des centrales électriques, mais aussi peut être très dévastatrice et qui est liée à l'énergie dans le noyau de l'atome. Quand on parle d'énergie, il y a deux choses importantes qu'il faut savoir. La première chose, c'est que tout cherche toujours à atteindre un équilibre. Donc, si j'ai un corps chaud avec un corps froid, les deux vont finir tièdes. Donc, les deux vont transférer pour avoir un équilibre entre les deux. Deuxième chose qu'on doit savoir, c'est que quand je parle de transfert, il ne faut pas confondre les choses. Le froid n'existe pas. Le froid n'est que manque de chaleur. Donc, quand on va avoir un corps chaud et un corps froid qu'on va mettre ensemble, en fait, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir un flux d'énergie, ce qui veut dire qu'il va y avoir un transfert de chaleur du corps chaud au corps froid, jusqu'à temps que ce transfert d'énergie-là soit égal de part et d'autre. Autrement dit, que les deux corps soient à la même température. Donc, la chaleur, c'est quoi? C'est l'énergie thermique transférée du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Étudions maintenant ces transferts de chaleur. Ce que je veux voir, en fait, c'est si je donne de l'énergie à ma substance, quelle va être sa variation de température? Parce qu'on le sait, si je donne la même énergie, je n'aurai pas nécessairement la même variation de température. Donc, il y a trois facteurs principaux qui vont influencer sur la variation de température de ma substance. Si je donne de l'énergie à une tasse de café versus si je la donne à un chaudron rempli d'eau pour faire cuire des nouilles de spaghetti, évidemment, le chaudron va prendre beaucoup plus d'énergie pour atteindre sa température d'ébullition. Donc, on sait que la masse, donc la quantité de matière, la masse, va avoir une influence sur la variation de température. Le deuxième facteur à considérer quand on étudie la variation de température, c'est la capacité thermique massique. La capacité thermique massique, c'est une propriété caractéristique de la substance, ce qui veut dire que l'eau versus l'huile ne se réchaufferont pas de la même façon. Je n'aurai pas la même variation de température selon les deux substances. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça va au-delà de ça. La glace, l'eau et la vapeur d'eau n'auront pas non plus la même capacité thermique massique. Donc, c'est vraiment propre à la substance. Et évidemment, le troisième et le plus évident, c'est la quantité d'énergie que je donne à ma substance. C'est sûr que si je donne beaucoup d'énergie à ma substance, je vais avoir une plus grande variation de température que si je donne peu d'énergie à ma substance, ce qui est un peu évident. Donc, si on rassemble tout ça dans une formule, ce qu'on va remarquer, c'est que la variation de température est égale à Q, la quantité d'énergie, divisé par M, la masse, fois C, la capacité thermique massique. Bon, là, ce n'est pas exactement la formule que vous avez vue dans le livre. Donc, si on y va algébriquement et qu'on envoie le MC de l'autre côté, ça va me donner la formule que vous avez vue dans le livre, Q est égal à MC delta T. Maintenant, cette énergie-là, c'est important qu'on étudie non seulement l'énergie comme telle, mais aussi le signe de cette énergie-là. Parce que recevoir de l'énergie ou dégager de l'énergie, c'est pas la même chose. Donc, si je reçois de l'énergie, donc présentement, l'eau reçoit de l'énergie de ma flamme. À ce moment-là, je vais avoir une température finale qui va être supérieure à ma température initiale. Donc, quand je vais calculer mon delta T, si je fais TF moins TI, donc quelque chose de gros moins quelque chose de petit, ça va me donner quelque chose de positif. Donc, je vais avoir un delta T qui est positif et
un MC delta T qui est donc positif, donc un Q qui est positif. Donc, mon énergie est positive. Inversement, si je dégage de l'énergie, donc je donne de l'énergie à mon environnement, je vais refroidir. Et là, faites attention à l'interprétation qu'on fait des choses. Je vous rappelle, le froid n'existe pas. Ce n'est qu'absence de chaleur. Donc, si je me refroidis, ça veut dire que j'ai donné, donc là, présentement, mon eau a donné de l'énergie à mes glaçons. La température finale va donc être inférieure à la température initiale. Donc, quand on va faire quelque chose de petit moins quelque chose de gros, ça va donner un delta T qui est négatif. Si le delta T est négatif, ça veut dire que mon MC delta T est négatif et donc que ma chaleur, mon Q, est aussi négatif. Maintenant, ce qu'on va faire pour bien comprendre ce qui se passe, c'est qu'on va prendre un glaçon et on va le faire chauffer jusqu'à temps qu'il devienne sous sa forme gazeuse. Et ce qu'on va étudier, c'est la variation de température en fonction du temps, pour être en mesure de valider qu'est-ce qui se passe au niveau de ma température. Donc, ce que je sais, c'est que sous sa forme solide, quand je donne de l'énergie, la température va augmenter. Bon, jusqu'à maintenant, c'est assez évident. Si je donne de l'énergie à un glaçon, sa température va augmenter. Je pense que jusque-là, il n'y a pas de surprise. Donc, ce qui arrive, c'est que cette énergie-là que je lui donne va augmenter mon énergie cinétique de mes molécules qui vont donc vibrer davantage. Vous l'avez vu dans les premiers chapitres, au niveau solide, tout ce que je fais, c'est vibrer. Donc, on a seulement un mouvement de vibration. Lorsque j'atteins la température de fusion, donc au moment de ma fusion, ce que je remarque, là, c'est particulier, par exemple. Je n'ai plus de variation de température. Donc, j'atteins un plateau au niveau de ma variation de température. Pourquoi ça arrive? C'est que toute l'énergie que je fournis à mes molécules d'eau ne servent plus à augmenter leur énergie cinétique, mais bien à briser les liens solides qui existent entre les molécules d'eau. Donc, je vais avoir une température qui va stagner pendant un certain temps. Quand l'ensemble de ma glace a fondu, quand j'ai juste la phase liquide, à ce moment-là, ma température va se remettre à augmenter de façon continue jusqu'à temps que j'atteigne un deuxième plateau, qui est le plateau de l'ébullition. Donc, mes molécules qui étaient en vibration au niveau solide ont réussi à se mettre à tourner pendant la fusion. Ils gagnent de l'énergie cinétique pendant leur phase liquide et à un certain moment, leur rotation est tellement forte, leur vibration est tellement forte que là, ils commencent à avoir des mouvements de translation que je gagne au niveau gazeux. Et donc, quand je gagne mon mouvement de translation, j'atteins un nouveau plateau où je vais avoir mon changement de phase qui est au moment de l'ébullition. Et une fois que je suis sous forme gazeuse, ma température va recommencer à augmenter de façon constante avec mon flux d'énergie. Ce qui est important de voir ici, c'est non seulement les deux plateaux, le plateau de fusion et le plateau d'ébullition, mais aussi les pentes de mes trois autres bouts de graphique. Donc, je vois que les pentes ne sont pas les mêmes. Les pentes solides, liquides et gazeux ne sont pas les mêmes. Eh bien, je vous l'ai dit plus tôt, en fait, la raison pourquoi c'est comme ça. La capacité thermique massique de la glace, de l'eau et de la vapeur ne sont pas les mêmes. Et donc, la variation de température par unité de temps ne seront pas les mêmes non plus. Eh bien, on a vu ce qui se passait au niveau des changements physiques. Maintenant, commençons à étudier les changements chimiques. Donc, il y a des réactions qui vont avoir tendance à réchauffer leur environnement. On en connaît, c'est les réactions qu'on appelle exothermiques. C'est tout ce qui concerne les combustions, que ce soit une bougie, une bûche ou du propane que je vais faire brûler. Je vais dégager l'énergie, donc je vais réchauffer mon environnement. Il y a aussi des réactions qui sont endothermiques. Ça, on les connaît moins, sont peut-être moins évidentes. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que Luc Langevin, lui, les connaît. Pourquoi je vous parle de Luc Langevin? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs réactions de magie plusieurs tours de magie qui sont en fait des réactions chimiques endothermiques. Donc, tout ce que vous voyez, j'ai une carte à jouer, je le mets dans une enveloppe, j'en sors un glaçon. Ce type de tour de magie-là, en fait, c'est juste qu'il y a une substance sur la carte et à l'intérieur de l'enveloppe, j'ai de l'eau qui est très, très, très froide. Donc, au moment où est-ce que je vais plonger la carte, la réaction endothermique qui a lieu va priver les molécules d'eau d'un type d'énergie thermique, en fait, et donc va lui permettre de devenir solide, donc de former un bloc de glace.
Soit dit en passant, je peux avoir certains tours de magie qui sont simplement des réactions chimiques exothermiques. Donc, un que je faisais quand j'étais au secteur jeune, je prends une tige de verre, je la tire d'un bécher et je fais juste la déposer sur une bougie et la bougie s'allume. En fait, c'est quoi la réaction? Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Dans le fond du bécher, j'avais une substance en très petite quantité, donc les élèves ne le voyaient pas. Quand je retirais ma tige de verre, j'avais une goutte qui était restée au bout de ma tige de verre. Et quand je la déposais sur la bougie, j'avais mis dans le creux de la bougie un deuxième réactif. Et la réaction chimique des deux substances produisait assez de chaleur pour faire partir ma combustion et donc pour permettre à la bougie de brûler. Donc, ce sont deux types de réactions. La réaction exothermique qui va dégager de l'énergie et la réaction endothermique qui va absorber de l'énergie. Évidemment, vous le savez, on l'a vu dans les autres chapitres, les molécules possèdent de l'énergie. Les molécules possèdent de l'énergie cinétique liée à leur mouvement de vibration, rotation, translation, mais elles possèdent aussi de l'énergie potentielle due à leur liaison. Et là, quand je parle de liaison, je parle de la force d'attraction entre le noyau et les électrons. Je parle des liaisons chimiques entre deux atomes. Je parle aussi des liaisons entre les molécules qui fait que j'ai un solide, un liquide ou un gaz. Donc, je parle d'un paquet de types d'énergie à ce moment-là. Eh bien, l'ensemble de ces types d'énergie-là qui sont à l'intérieur de mes molécules portent un nom. C'est ce qu'on appelle l'enthalpie. Donc, dans une réaction chimique, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un réactif et un produit. Et mes réactifs et mes produits ne possèdent pas la même énergie. Donc, la différence entre ces deux énergies-là, c'est ce qu'on appelle la variation d'enthalpie. Et cette variation d'enthalpie-là est super importante. On va la voir à profusion dans le cours de ce chapitre, mais dans le cours des chapitres suivants aussi. Ce qui se passe au niveau d'une réaction chimique, c'est que mes réactifs possèdent son énergie qui lui est propre, son enthalpie qui lui est propre. Et quand je vais fournir de l'énergie à mes réactifs, je vais être capable de briser les liaisons chimiques et de former ce qu'on appelle le complexe activé, ce qui est en fait un paquet d'atomes libres. Je vous rassure, ces atomes libres-là ne resteront pas libres longtemps. Donc, ils vont se refusionner pour nous former les nouveaux produits. Bien, l'énergie que j'ai besoin pour briser les réactions, dans le fond, les liaisons de mes réactifs, et l'énergie qui va être dégagée au moment où je vais former mes nouveaux produits, sont deux énergies distinctes. Maintenant, si je prends ces deux énergies distinctes-là et que je les mets ensemble, donc je les additionne, ce que je vais obtenir à ce moment-là, c'est ma fameuse variation d'enthalpie, donc mon delta H. Le principe de la loi de Hess est basé là-dessus et je vais vous reparler de la loi de Hess dans une autre capsule parce que ce n'est pas tout de suite qu'on va le voir. Donc, si on revient à nos réactions de tantôt, donc les réactions exothermiques et endothermiques, on remarque que dans une réaction exothermique, je vais avoir une énergie des produits qui est inférieure à une enthalpie des produits qui est inférieure à mon enthalpie des réactifs. Je vais donc avoir un delta H, donc une variation d'enthalpie négative, et c'est ce qui va se passer dans une réaction exothermique. Donc, je vais avoir de l'énergie qui va sortir de mes molécules et donc je vais avoir une perte d'énergie, entre guillemets, qui est donnée en chaleur à mon environnement. Si on regarde le contraire, donc une réaction endothermique, à ce moment-là, l'énergie de mes produits est supérieure à l'énergie de mes réactifs. Je vais donc aller chercher de l'énergie de mon environnement pour la rentrer à l'intérieur, si on veut. Donc, je vais avoir un delta H qui est positif parce que l'enthalpie de mes produits est supérieure à celui de mes réactifs. Dans les deux cas, je vais quand même avoir besoin de ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Donc, l'énergie d'activation, c'est quoi? C'est l'énergie que j'ai besoin pour atteindre mon complexe activé et donc pour briser les liaisons chimiques qui sont contenues à l'intérieur de mes réactifs. Même si ma réaction est exothermique, donc même si on parle par exemple d'une bûche qui brûle, je dois fournir de l'énergie pour partir ma réaction. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Donc, ne vous méprenez pas. J'ai quand même besoin d'une énergie d'activation, même si je suis exothermique. Évidemment, après un certain temps, elle va produire assez d'énergie pour que l'énergie qu'elle produise
servent d'énergie d'activation. Mais au départ, pour brûler une bûche, ça me prend une allumette. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas qu'il y aura quelques capsules de calcul, donc d'exemples de calcul qui vont suivre. Je vous invite fortement à les consulter. Mais entre-temps, je vous dis, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.